Bonjour, Chibero Telebista va vous présenter aujourd'hui notre petite AMAP de Tardette. Il ne fait pas beau, mais le moral est bon. Donc vous allez découvrir tous les producteurs de l'AMAP, les uns après les autres. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une AMAP? Une AMAP? Oui. Non. C'est bon. Bonjour, c'est quoi une AMAP? Bonjour, je sais pas, aucune idée. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une AMAP? Non, pas du tout. Est-ce qu'on va avoir la réponse? Ordine AMAPAT, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Elkarte bat da, ordin guk ataratzeko amapin estugu egin ohizko elkarte baten forma. Gu association de fe gijako elkarte bat gia. Eran nahi dela, gentik elkartzen diela, ebena ez dugula administratiboki hoi deklaratu eta ez dugula ez kontuik egiten, ez urteko biltzar nausik. AMAP baten helbuia zer den, ekoizle eta ioslen arteko harreman baten sortzia, lekunbeiko mozkinen ukeitia, sajokuk eta presio hunin. Bai iosniantako, bai prefosta saltzaileantako, belanaz hein bat untsa bizi dadin. Ataratzen AMAPa sortu zen 2009an, olio pipita AMAPa deitu gunin, ordin sortu behitzen, etxe barren instalatzen zen batzeki egile batekin, batzezain bateki, Antoni, eta gu heben ataraztar iosle talde bat ginen, eta alkarreki ikusi gunin, Antonien proposamen baten ondotik, AMAPa nula sorrazten ahaltzen. Eta ordin mi 2009an abiatu ginen, batzekiekin baizik heben ataratzeko merkatu eta pertu hontan. Matio Mendizabala, deitzen naiz, altzukun instalatua naiz nire emaztearekin, Gae Karbaila da gure entrepresa. Eta nik ogia ekartzen dut beraz aste horoz ataratzeko amapelat. Beraz ogiarekin egiten duzu aste horoz beraz ogiaren proposatzerat. Guretako ataratzeko amapa importantea da, gure salmentaren porzentai importantea da. Eta AMAPa zer gaitik, AMAPa da fidelitatea bada, urbiltasuna ere, eta guretako salmenta eta kontaktu hori importanta da gure enpresaren dako. Moi je prends à Mathieu toutes les semaines un pain rond qui a une mie un peu gonflée et un pain carré, long, moulé. Je ne prends pas de pain ici, quoi qu'il soit très bon, c'est parce que la contrainte de ne l'avoir que le lundi et tous les lundis, ça me va pas pour le pain. Par contre, j'aime bien pour les légumes, c'est très bien pour moi et je suis contente d'avoir la surprise des légumes. Je suis Anthony Sens, donc producteur maraîcher sur Etchebar. Je fournis donc des légumes à la MAP de Tardette depuis 2009. C'est une quarantaine de paniers tous les lundis entre le mois de juin et le mois de janvier, fin janvier. Donc c'est un contrat en fait qu'on fait sur 8 mois et qui se coupe fin janvier parce qu'après, donc sur la période février, mars, avril, on a une variété de légumes, diversité de légumes un peu limitée. Donc on a un contrat saisonnier sur 8 mois. Donc le principe de ce contrat, c'est donc que moi je m'engage tous les lundis à être ici avec un panier le plus varié possible et avec un prix de panier qui s'approche ou qui dépasse, mais qui est en moyenne sur l'année autour de 11 € pour le petit panier et de 16 € pour le grand. Donc il y a deux modèles de panier, les consommateurs choisissent le petit ou le grand en début de contrat. Et moi, j'essaie tout au long donc, de la saison de le remplir au mieux, de trouver un maximum de diversité de légumes pour chaque semaine. Le jeu de la MAP, c'est un petit peu ça. Moi, j'ai la chance d'avoir une quantité fixée donc, de paniers tout au long de l'année. Donc c'est autour de 40, selon les années, 40 et 41. Et par contre, la pression un petit peu pour moi, c'est d'arriver à les remplir, donc à ne pas arriver le lundi
avec une gamme de légumes trop réduite. Bon, et puis ce qui est sympa, c'est qu'Anthony, il fait un panier d'échange. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, par exemple, chez nous, on ne supporte pas le chou, et bien, on peut l'échanger contre des betteraves, des carottes, enfin, ce qu'il y a, on peut faire un échange. Abordable, certains moins chers que dans les rayons bio des grandes surfaces. Et on sait d'où ça vient, on connaît le producteur. Pour nous, c'est important d'être en lien étroit avec le producteur, de pouvoir le soutenir s'il a des difficultés, comprendre qu'il ait des difficultés, accepter que éventuellement la production manque une fois ou l'autre. Ordin amapan sartzeko hein bat simple da, nur nahi sartzen ahal da, ez da kide izateko ez da deuge pakatzeik dohainik da. Egiten den gaiza bakarra da, saju hatxarrin kontratu bat igaiten dela joslia eta saltzalian artin. Ordin gu amapa sartzen da orokorki amapen sisteman, egan nahi du sarta bat badela eta gu hortan sartzen gela. Ordin kontratu bat hasigabe juiten gia ekoizlian ikustea eta segurtatzen gia haekin edo biologikoki edo pu unguamenan errespetin be ekoizpenak eginen dutila. Hoi ikusten dugu alkarreki hasigabe eta josler hontsa bazaie abiatzen gia hola edo ikusten dugu ekoizliaiki nula lusan juliantzen ahalden amapako sartak galtegiten dinatik. Ordin, hoi kontratuka ikusten da nulako kontratia egiten din, sajuka egiten baita usin. Kontratu bat urrentzen delaik eta berri baten arrabiazteko behar da jakinazi jarraiki nahi dela eta ez bada deus erraiten kontratu urrentzen da. Je suis Catherine Bourguet, je suis la compagne de Benoît Chalat avec lequel je suis installée en GAEC. Nous produisons des bovins viandes et des poulets et donc nous fournissons la MAP avec nos poulets depuis 2010. La MAP nous a permis de nous lancer dans notre production de poulets parce que nous y mentions depuis un moment déjà, mais le fait de savoir que nous avions la MAP en tant que débouché, ça nous a permis de faire le pas de nous lancer. Donc nous produisons nos poulets sur la commune d'Arras-la-Rebieux pour une durée d'élevage de 115 à 130 jours. Nous sommes ravis de travailler avec la MAP parce que ça nous permet d'avoir un débouché sûr et régulier, avec des contrats qui sont passés avec nos clients 6 mois à l'avance. Donc ça permet d'organiser notre travail, de planifier notre production à l'avance. Je pense que nos clients sont contents d'avoir des produits de qualité et des produits locaux. Et nous sommes très contents aussi de venir ici, de voir du monde, de pouvoir discuter avec nos clients, d'avoir des retours sur la qualité de nos produits et sur leurs impressions. Et voilà, et donc ça nous fait passer un moment convivial avec tous les autres producteurs aussi. Ça nous permet d'échanger sur d'autres questions d'agriculture, sur plein d'autres sujets. Voilà. Mementoko leku bada ataratzeko amapin, juliantzen ahaltzide, kontratuk hasi dia, ordin kontratu urrentzin ahalko zutiegu sarrazten nahi baduzie. Ordin amapin sartzez, gizabatez unguamenan zaintzian parte hartzen dugu, haitatzen baitugu biologikoki edo unguamenan errespetian eginik dien gaizen jostia eta kontsumitzia. Igaiten dutugun kontratik interesgarriak bai josliantako, bai saltzaileantako, eta erraiten ahal da hor harriman orekatu bat sortzen dela amapan sartzez. Eta azkenik, hebenko produktien jostez eta ekoiztez parte hartzen dugu Sibeoko bizin, hebenko ekonomian parte hartzez, susenka, heben gaizen jostez eta heben aktivitate ekartez. Alors, je crois que vous allez quitter la map de Tardets, légumes, poulets, pain, etc. pour retrouver Claude Labatte, que beaucoup d'entre nous, ou tout le monde connaît, puisqu'il a écrit un gros livre sur la mythologie. C'est donc l'invité de la semaine, et cette fois-ci, l'invité du mois. Et il va vous parler des laminas, et son reportage sera illustré par les élèves du lycée-collège Saint-François. Donc, bon laminas. Les laminas,
c'est très simple, c'est à la fois la partie la plus connue de la mythologie basque, mais c'est aussi la partie la plus mal connue. Ce ne sont pas des nains, ce ne sont pas des elfes, ce ne sont pas des fées ou des gnomes ou des lutins. On dit simplement des hommes et des femmes de petite taille, avec une particularité très importante, c'est qu'elles ont une partie du corps qui n'est pas humaine, qui est plutôt animale. Ce sont généralement les pieds. Elles ont des pieds d'oiseaux parfois, souvent des pieds de canard, parfois des pieds de chèvre. Et cette caractéristique-là veut dire tout simplement qu'elles ne sont pas tout à fait comme les humains, elles ne sont pas tout à fait de l'humanité. Alors quand je dis elles, c'est parce que essentiellement dans la plupart des légendes, les laminas sont des êtres féminins, mais il y a une particularité, notamment en Soule, il y a aussi des personnages masculins. Alors les laminas vivent essentiellement près des cours d'eau, et de préférence près des sources, parce qu'elles habitent en fait dans le monde souterrain, auquel donnent accès les sources justement. Elles sortent la nuit, parce qu'une grande caractéristique des laminas, c'est qu'elles n'aiment pas la lumière du soleil. Elles fuient la lumière du soleil et la lumière du jour. Et on peut les apercevoir tout à fait par hasard, la nuit, en train de se peigner ou en train de faire la lessive dans les ruisseaux. Mais en même temps, le reste de leur vie, elles le passent comme les hommes et les femmes de ce pays, c'est-à-dire elles mangent, elles boivent et elles travaillent. Donc leur nourriture c'est très simple, le lait essentiellement, le fromage, les fruits, les pommes en particulier, avec une petite spécificité qui n'est pas banale, elles mangent souvent les pommes que les hommes disent avoir mais qu'ils n'ont pas. Quand un homme qui fabrique du cidre ment en disant qu'il a récolté 50 sacs de pommes, alors qu'il n'en a récolté que 40, eh bien les laminas se nourrissent des 10 sacs que l'homme dit avoir et qu'il n'a pas. Les laminas aiment aussi le bon pain, mais le bon pain blanc que ne connaissent pas les gens. À l'époque où les gens mangeaient du pain de maïs, les laminas connaissaient du pain extraordinaire, c'était le pain blanc. Et quand les hommes découvrent ce pain, ils essayent d'en avoir, mais les laminas leur interdisent d'en apporter à la maison. Et l'autre caractéristique des laminas, c'est qu'elles possèdent des richesses immenses à l'intérieur de leurs repères souterrains. Et cette richesse, c'est tout simplement l'or, l'or que contient la terre. C'est l'or de la connaissance, c'est-à-dire la sagesse. Et on est là dans un domaine extraordinaire, dans cette mythologie qu'on dit très archaïque, qu'on dit très rurale, très primitive. En fait, on a la même chose que dans la culture grecque, quand sur le temple de Delphes, il y a la devise « Connais-toi toi-même », eh bien quand les laminas offrent de l'or aux hommes, c'est pour lui dire « Connais-toi toi-même ». Alors comment ça s'est dit dans les légendes anciennes? Eh bien tout simplement, quand on fait dire aux légendes que les laminas se peignent au bord du ruisseau avec un peigne en or, le peigne est le symbole de la connaissance également de soi-même. Les dents du peigne sont comme les rayons du soleil qui permettent de faire la lumière sur sa personnalité. Donc les laminas, quand elles offrent de l'or aux hommes, c'est l'or de la connaissance, l'or de la lumière qui permet aux hommes de se connaître. C'est quelque chose de très fort. Ça veut dire que dans cette mythologie-là, on a quand même une puissance terrible qui va au-delà de l'anecdote et au-delà du folklore. C'est une sagesse qui est transmise à l'humanité, tout simplement. Alors il y a deux sortes de relations. Il y a les relations cordiales et puis les relations moins cordiales. Alors je vais commencer par celle-là. C'est vrai que les hommes sont surpris par les pieds des laminas. Ils les considèrent souvent comme des animaux plutôt que comme des personnages qui leur ressemblent. Et les laminas vont se venger. Ce qui a fait croire aux hommes que les laminas étaient des sorcières, en particulier, soit tout simplement en séquestrant des hommes, par exemple, ou en séquestrant des filles des hommes, mais c'est jamais par méchanceté, c'est souvent pour leur donner une leçon, tout simplement, en leur disant « tu vas rester un moment avec moi et je vais t'apprendre des choses que tu ne connais pas ». Alors les laminas ont également souffert dans les légendes, elles ont souffert de la méchanceté des hommes. On dit souvent que les hommes, pour débarrasser le pays des laminas, passent une herse dans les ruisseaux pour pouvoir attraper les laminas par les cheveux. Mais en revanche, il y a aussi des légendes qui racontent que les choses peuvent se passer très bien. Et même parfois des légendes très émouvantes, comme les légendes où les hommes tombent amoureux des laminas, ou bien les laminas qui tombent amoureuses des hommes. Mais malheureusement, ça ne se termine jamais bien parce que, au bout du compte, les hommes ont peur quand même de se marier avec quelqu'un qui a des pieds de canard.
Et il y a des légendes comme ça nombreuses qui le racontent. Il y a aussi des légendes qui racontent que les hommes ont besoin des laminats, par exemple pour construire un pont, à Lic, c'est le cas, en Soule. Et comme c'est surtout en Soule qu'il y a des laminats bâtisseurs, c'est surtout en Soule qu'on va trouver ce genre de légende. Alors elles vont construire, et c'est très bizarre, des églises, à Espèce par exemple. Or, les laminats ne sont pas en bon terme avec la religion chrétienne. Alors pourquoi elles construisent des églises? On ne sait pas. On ne sait pas, il n'y a aucune explication. En tout cas, elles construisent des églises, elles construisent aussi des maisons, et en particulier des maisons nobles, des maisons fortes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des châteaux, ici en Pays Basque. C'est-à-dire des endroits où vivent des gens qui sont plutôt de la noblesse. Mais la caractéristique de ces constructions, c'est que les laminats vont les effectuer en une nuit, puisqu'elles ne peuvent pas travailler à la lumière du soleil, il faut qu'elles terminent le travail avant le lever du jour. Et c'est souvent avant le chant du coq que les laminats vont terminer leurs travaux. Et malheur à elles si le coq chante avant la fin des travaux. Et c'est justement ce qui s'est passé à Lic lors de la construction du pont de Lic. Aujourd'hui encore, il manque une pierre dans le pont de Lic, ce qui veut dire que les laminats n'ont pas terminé avant le lever du soleil. Les laminats portent parfois des noms, et en particulier chez les laminats bâtisseurs. Et ils s'appellent tous Guylaine. Et ils se passent les pierres en disant « Tiens Guylaine, attrape Guylaine », ils se passent les pierres comme ça. Et dans beaucoup de cas, on accepte ce prénom comme ça sans réfléchir. Mais quand on regarde bien les autres mythologies qui sont dans les régions d'à côté, on s'aperçoit que Guylaine, ça veut dire Guillaume, c'est le nom qu'on donne à un personnage diabolique. Parce que dans toutes les autres régions, les personnages qui construisent des ponts, ce ne sont pas des laminats, il n'y a pas de laminats dans les autres régions, mais il y a des diables. Et c'est le diable qui construit des ponts. Et tout près d'ici, à Orthès, le pont d'Orthès a été construit par un diable. Alors voilà, alors est-ce que ça veut dire qu'en Pays Basque, on a diabolisé les laminats? C'est fort possible, sous la pression de l'Église par exemple, peut-être que les laminats ont été diabolisés ou on les a transformés en sorcières pour montrer qu'ils étaient des êtres du mal. Voilà ce qu'on peut dire. Pourtant, moi je pense que les laminats sont plutôt des gens respectables. En particulier, moi ce qui me satisfait beaucoup dans les légendes des laminats, c'est que très souvent, on raconte que les laminats de tout le Pays Basque se retrouvent une fois par mois, ici en Soule, dans un champ, à Mendy, la nuit, où, paraît-il, ils font la fête. Alors vous imaginez bien, quand les laminats garçons racontent les laminats filles, on se demande bien que peut être la fête. Eh bien tout simplement, il faut savoir qu'il y a d'autres légendes qui racontent que les laminats ont des enfants. Eh bien pour avoir des enfants, il faut bien faire la fête, c'est bien connu. Donc les laminats sont plutôt pour moi autre chose que des sorcières. Ce sont des gens tout simplement qui vivent dans ce pays, qui vivent pleinement. Et j'espère qu'on aura encore beaucoup d'autres légendes à découvrir qui vont raconter comment se passe la vie des laminats. Et puis, les laminats vivent dans les grottes, et dans les grottes, il n'y a pas que des laminats. Il y a aussi, et notamment en Soule, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a des êtres terrifiants, les dragons. Le dragon d'Alsaï, qui vit dans la grotte d'Alsalegui, en Soule, est un dragon qui est connu dans cette mythologie. Ce sera peut-être l'occasion de raconter d'autres aspects de la mythologie si vous le voulez. Ben voilà, pain, poulet, etc. Légumes, laminats. Maintenant, vous allez retrouver Kevin Ituria qui est aux États-Unis et qui est un pelotari bien connu des Souletins. Voilà, bon voyage. Bonjour Kevin. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour. D'abord, merci d'être venu sur ce plateau. On sait que vous avez commencé à être très occupé puisque les deux vous êtes professionnels quand même de Testa Punta maintenant. Alors toi Kevin, tu viens de rentrer des États-Unis là. Oui voilà. Tu as passé quelques temps là-bas. Moi j'ai passé exactement 3 mois, donc je suis rentré là le 30 juin, donc là je suis là pour 2 mois avant de repartir début septembre. Ok, et toi Nicolas, tu t'apprêtes donc à rejoindre Kevin dans le même Rayalai parce que tu viens de signer une première... Voilà, je viens de signer un contrat d'1 an. Donc du coup, la saison commence le 15 septembre, donc du coup, début septembre, je m'en vais là-bas. Alors bien sûr, on va parler de la Floride, puisque c'est en Floride que ça se passe.
Mais d'abord, on aimerait quand même faire un petit point sur l'historique. Vous avez commencé à jouer en étant très jeune quand même, à la Cesta. Alors si je ne me trompe pas, vos pères aussi ils ont été professionnels? Ouais, c'est ça. Nos deux pères ont joué en tant que professionnels, dont l'un aux États-Unis et l'un ici. Donc voilà, c'est automatiquement qu'on a commencé à la Cesta Punta, donc dès l'âge de 6 ans, dès l'âge de 6 ans à peu près sur le club de Mauléon. Donc de suite on s'est retrouvé avec Nicolas, on a commencé dès les catégories de poussins, et donc voilà, on a continué jusqu'aux catégories seniors en passant par divers championnats. On va commencer par toi, Kevin. Du coup, tu viens de passer 3 mois du côté de la Floride. Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est une première saison? Oui, c'est une première saison. C'est vrai qu'on a eu quelques soucis avec les visas. Donc, j'ai été retenu ici jusqu'au 1er avril. Donc, j'ai attaqué une saison en cours de route là, jusqu'au 30 juin pour 3 mois. Donc, concernant les résultats sportifs, oui, assez satisfait puisque j'ai fini 3e de la saison, donc sur les 36 joueurs. Là, à partir de septembre prochain, il y a une nouvelle saison qui va commencer. Et j'aurai le plaisir de jouer avec mon coéquipier de toujours, donc Nicolas. Et donc, toi, Nicolas, tu t'apprêtes à rejoindre Kevin donc, du côté de la Floride pour signer. Donc, tu as signé ton premier contrat. Voilà. Alors, j'ai signé mon premier contrat à l'année parce que j'avais fait déjà une saison à Fort Pierce en 2013 et puis une autre saison l'année d'après en 2014 à Fort Pierce et à Orlando. C'était sur 4 mois. Et là, c'est mon premier contrat à l'année en fait. Donc voilà, je suis très content de partir là-bas parce que c'est vrai qu'un contrat à l'année, c'est toujours mieux. C'est vrai que les saisons durent plus longtemps et tout ça, donc c'est mieux. Donc ça, on va quand même expliquer aux gens, puisque les gens ne savent pas forcément comment ça se passe. Donc c'est un contrat à l'année, vous signez un contrat à l'année et ça inclut des entraînements, un certain nombre de parties. Alors ça, en fait, le fonctionnement là-bas est complètement différent qu'en France. Ici, en fait, on joue des parties en 35 points ou en 7 maintenant. Là-bas, ce qu'on appelle des quiniélas. En fait, donc c'est 8 équipes qui s'affrontent l'un contre l'autre. Donc le premier qui fait le point reste sur la cancha et celui qui le perd sort de la cancha. Le premier qui arrive à 7 points gagne ce qu'on appelle la quiniela. Donc nous, en général, on joue entre 5 et 10 par jour, sachant qu'on joue 6 jours sur 7 quand même. Donc on a un jour de repos qui est le dimanche. Donc oui, concernant les entraînements, on a peu de temps pour s'entraîner. On essaye de faire un petit peu de renforcement, de voir tout ce qu'il y a autour de la pelote pour s'entretenir physiquement. Mais c'est vrai qu'on joue quand même relativement souvent, donc c'est dur de s'entraîner à côté. D'accord. C'est aussi difficile de ne pas se blesser. Voilà, le plus compliqué là, c'est que voilà, la saison dure 10 mois. Donc il faut vraiment pas se blesser, justement parce qu'on pense vraiment au renouvellement de contrat. Donc c'est vrai que si on se blesse sur une blessure qui peut durer jusqu'à 6 mois, donc c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand on se dit qu'on a démarré ici à Mauléon, on commence à jouer à la Cesta à Mauléon et qu'on part à l'autre bout du monde au final, en terre américaine, pour jouer à la pelote? Mais c'est vrai que nous on a rêvé depuis tout petit parce qu'on venait au départ voir les professionnels ici sur le fronton de Mauléon, donc qui rentraient justement pendant la période estivale et qui jouaient sur le fronton de Mauléon. On avait les Espagnols et les Américains à les têtes d'affiche. C'est vrai que ça nous faisait rêver et la seule chose qu'on souhaitait, c'est partir aux États-Unis. Donc voilà, là c'est vraiment l'aboutissement de ce qu'on a commencé depuis tout petit. Donc on est réellement satisfait et surtout de partir les deux ensemble, qu'on soit deux Molonais entre copains. C'est vrai que toi, Nicolas, tu m'en parles depuis très longtemps maintenant. Ouais. Ton désir d'aller à Miami, et toi, qu'est-ce que ça te fait justement? Mon pareil, depuis tout petit, voilà, je m'entraînais pour ça. C'était mon rêve. Donc voilà, pour faire comme nos aînés, d'aider la Garonne, Beignet Tourte, son père et tout ça quoi. On les voyait, voilà, ils nous racontaient leur histoire de là-bas et tout ça, donc c'est vrai que ça nous faisait rêver quoi. Alors nous aussi, on avait envie de connaître ça. Et voilà, là on est très très content de réaliser notre rêve quoi. Et donc, qu'est-ce que vous attendez maintenant pour la suite? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce que vous aimeriez rejouer les champions du monde en 2018? Ouais, parce qu'en plus, en 2018, ils sont à Barcelone. Du coup, ça serait beau de les faire, ouais. Ce serait bien. De pouvoir... voilà, y participer au moins, ça serait bien. Après, là, c'est un autre niveau, quoi. Niveau professionnel, c'est vrai qu'il y a très très bons joueurs. Donc du coup, ça sera assez difficile. Mais bon, après, voilà. Si on joue l'année aux États-Unis, c'est vrai que ça nous permet de bien progresser. Du coup, pourquoi pas les faire, ouais.
rester au bon niveau. Exactement, ça nous permet de bien progresser et on verra bien. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une super saison là-bas. Hein, ça sera dans tous les cas une belle expérience. Et puis, on espère vous revoir pas trop vite. Hein. On espère que vous allez rester là-bas quelques années, le temps de... On va essayer. Voilà, le temps de peaufiner ce jeu et pourquoi pas gagner les championnats du monde. Pourquoi pas. Bon, très bien. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Luc. Ben voilà, fin du numéro de juillet. Merci chez Biro Telebista de faire reconnaître la map de Tardets. Ben, tout le monde peut y venir et on peut encore prendre des produits divers et variés, des poulets, des fromages. Donc merci beaucoup et au mois prochain.